Après 3 mois d'inactivité, le lac de Nangbeto est réouvert aux pêcheurs. Un démarrage d'activité accueilli avec joie et soulagement par ces exploitants habitués à ce processus mis en place pour repeupler le lac. 48 heures après la plus sanglante attaque que la France ait connue, les Parisiens rendent hommage aux victimes et l'enquête progresse. Qui étaient les donneurs d'ordre, les complices? Un homme est activement recherché ce soir. Un appel à témoins est lancé pour retrouver Abdeslam Salah. Et puis pour souffler sa 20e bougie de carrière dans la mode au Togo, la patronne de la maison Crédania ouvre au public son coffre-fort. Coffre-fort est le nom de sa création présentée hier aux amoureux de la mode. Voilà pour les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Interdit depuis le 15 août dernier, la pêche reprend officiellement ce dimanche 15 novembre sur le lac Nangbeto. L'information a été donnée hier aux pêcheurs et différents exploitants par le ministre en charge de la pêche dans la localité d'Atiné. Le reportage est signé Yves Agbevivi. Voici le lac de Nangbeto, vaste de 280 000 hectares. Un lac d'où les pêcheurs ont tiré 729 tonnes de poissons en 2014, une production qui a augmenté à 1709 tonnes en 2015. Une pêche qui appauvrirait ce lac si elle n'est pas réglementée, et c'est pour favoriser le repeuplement du biotop que la pêche y est interdite du 15 août au 15 novembre de chaque année. La période du repos biologique est pris fin ce 15 novembre pour cette année 2015, où Urokura Agadazi, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, a procédé à la réouverture de la pêche sur ce lac avec la remise de plusieurs matériels aux exploitants du lac dans le village d'Atiné. Nous venons de procéder à la remise de 63 fours qui ont été montés sur le site de Nangbeto pour permettre à nos mamans, les femmes exploitantes du lac, à poursuivre leurs activités, mais en améliorant la qualité du poisson, le poisson qui est vendu sur les marchés. Urokura Agadazi, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, a déploré le comportement de certains pêcheurs qui ont essayé de contourner le repos biologique et qui ont été arrêtés. Et nous restons dans les plateaux où une délégation de parlementaires séjourne depuis quelques jours. Comme dans les autres villes du pays, les députés veulent constater les conditions d'incarcération des personnes en conflit avec la loi. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la justice. Ils étaient dans les prisons d'Atakpamey et Noche. Nous retrouvons Yves Agbevivi. Il est question ici de toucher du doigt les réalités des détenus dans les prisons du Togo. Pour les députés qui ont initié cette visite des prisons civiles d'Atakpamey et de Noche, il faut respecter les droits de ces détenus. La délégation parlementaire a enregistré les besoins des 10 centres de détention et les doléances des résidents. Lorsque nous sommes arrivés au niveau de la prison de Ngontchon, nous avons vu qu'avec l'aide des partenaires, il y a eu des améliorations au niveau de la construction des infrastructures. Il y a l'État qui s'est investi et il y a également les partenaires qui ont aidé. Et c'est ça qui a amélioré effectivement les conditions de vie de nos populations carcérales. Qu'est-ce que nous allons faire? C'est de continuer à demander à l'État de maintenir ce rythme. La visite des parlementaires a été bien appréciée par les procureurs qui y voient un signe d'encouragement à l'endroit des détenus. C'est très important dans la mesure où c'est eux qui légifèrent et ils peuvent toujours faire des propositions de loi en ce qui concerne la détention au niveau des maisons d'arrêt. Je trouve que c'est très important qu'ils sachent
ce qui se passe réellement, pouvoir faire des recommandations afin d'une amélioration des conditions de vie des détenus. Les députés ont expliqué les dispositions du nouveau code pénal aux détenus. Ils les ont invités à garder espoir, car pour les députés togolais, il faut s'investir dans l'amélioration des conditions de vie des détenus. Et pendant que les députés visitaient les détenus, le roi de la ville de Notchen, Eve Fiogan Togbe Agokoli 4, recevait un hôte de marque. Nana Ane Ohinko Kwam Dessou 15, roi des mines. Une visite première du genre pour la consolidation des relations d'amitié, de fraternité, mais surtout de développement entre leurs deux peuples, Eve et Mina. Gérard Lagoudou, Rachel Aboko. Poignée de main chaleureuse, accolade et sourire en coin. Voilà les signes de fraternité et d'amitié qui lient aujourd'hui le trône royal Agokoli de Notchen et celui d'Adigo et allié d'Aniro. Sa Majesté Nana Ane Ohiniko Kwamdessou 15 et Epefiagan Tobi Agokoli 4 ont échangé sur le raffermissement des liens de solidarité, d'unité et de paix prônés par le chef de l'État et son gouvernement. Chaque communauté, selon eux, doit s'inscrire dans cette dynamique pour relever les défis de développement du pays. Ceci dans un esprit de bon voisinage et de partage d'expériences. Le peuple élevé s'est distingué par son idéal de paix. Nous sommes arrivés chez Befiagan parce que nous sommes venus nous ressourcer de sa sagesse. Ça fait 25 ans qu'il gère son canton et 20 ans ou 21 ans qu'il est le président des chefs traditionnels du Togo. Ce n'est pas anodin. Quelqu'un qui a une si longue longévité dans la gestion d'un trône. Je repars très satisfait de tout l'entretien que nous avons eu et qui me permettront de mener à bien la charge qui est la mienne à la tête du trône royal Adigo et allié, trône fondateur de la ville d'Anero. Visiter le trône royal Agokoli, c'est également redécouvrir l'histoire du peuple élevé. Sa Majesté Nana Ane Ohiniko Kwamdessou 15 est allée à la place de l'indépendance et au sanctuaire de la muraille à Gbogbo. Une satisfaction, c'est un honneur. Je ne pense pas que cela a eu lieu si peu dans les chefferies. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas parler de développement. Donc, pour nous, c'est toujours la recherche de la paix. Nous allons nous évertuer pour toujours concrétiser cette paix parmi les peuples. Les deux chefs traditionnels ont signé un engagement pour la promotion de la culture de l'excellence dans l'éducation de la jeunesse togolaise. Ils ont convenu de mettre en œuvre le projet de récompense du savoir initié par la fondation Nana Ane dans la préfecture de Haro. En retour, le trône royal Agokoli est attendu dans la préfecture des Lacs chez Sa Majesté Nana Ane Ohiniko Kwamdessou 15, roi des Minas et chef traditionnel de la ville d'Aniro. Prendre pour option la langue allemande à l'université ne vous prédestine pas seulement à la fonction d'enseignant, chers étudiants. Vous pourrez postuler pour des postes dans d'autres secteurs d'activité, lesquels, c'est ce qu'ont découvert durant 3 semaines des étudiants germanistes togolais à travers une formation. Luc Cassi et Nathalie Konégué nous en disent plus. À en croire l'Office allemand d'échange universitaire d'AD, seulement 35% des germanistes diplômés au Togo arrivent à trouver un emploi stable. Pourtant, selon la même source, plusieurs opportunités existent, mis à part l'enseignement auquel s'adonnent la plupart d'entre eux. Pour leur permettre d'avoir une idée sur ces opportunités, une formation de 3 semaines est organisée à leur intention.
nous a d'abord permis de comprendre les BABA, c'est-à-dire les bases de l'entrepreneuriat, et on nous a montré comment rédiger son plan d'affaires. La littérature qu'on avait faite, et donc quand on fait de la littérature, c'est vrai, sauter de la littérature pour aller dans le monde de l'emploi, c'est un peu difficile. La formation Bivict Folgeproject, cette formation-là qui nous a poussé à penser à mettre sur pied cette agence-là. Financé par l'ambassade d'Allemagne au Togo à travers le projet Bivict Folgeproject, cette formation porte sur plusieurs thématiques. C'était une formation d'entrepreneuriat. D'abord un peu la théorie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être entrepreneur? Ça veut dire quelles caractéristiques je dois avoir en tant qu'entrepreneur. Aussi, quelles sont les conditions légales pour créer une entreprise? Comment je peux faire le marketing? C'était un succès. Tous les deux projets, beaucoup de gens qui ont participé au premier projet ont pu réaliser leur projet professionnel, on peut trouver un emploi. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo a exhorté les participants à préserver les acquis de cette formation. Elle concerne une soixantaine de jeunes germanistes en quête d'emploi. La situation de l'éducation sur le continent africain et la stratégie de l'Union africaine pour l'éducation étaient les grands sujets débattus par les experts de 35 coalitions éducatives cette semaine à Dakar, au Sénégal. Ils participaient ainsi au Forum panafricain sur l'éducation. Les précisions avec Marcel Toy. Le Forum panafricain sur la politique éducative est une rencontre annuelle d'apprentissage qui réunit les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes pour réfléchir sur les questions de politique qui affectent la qualité, la gouvernance de nos systèmes éducatifs. C'est aussi une occasion d'échanger et d'apprendre mutuellement des bonnes pratiques en matière de plaidoyer. Ce forum se tient à la suite d'une rencontre de haut niveau organisée par l'UNESCO le 4 novembre dernier à Paris pour adopter le cadre d'action de l'agenda pour l'après 2015. Au cours de ce forum, les 35 coalitions nationales pour l'éducation pour tous de l'Afrique anglophone, lusophone et francophone ont pris connaissance du nouveau modèle de financement du partenariat mondial pour l'éducation et du plan stratégique du Fonds de la société civile pour l'éducation 2016-2018. Rassemblement spontané dans les rues, messages sur les réseaux sociaux, les réactions de soutien se multiplient à travers le monde, notamment en Afrique, à l'endroit de la France, attaquée il y a 48 heures par des terroristes. Plusieurs chefs d'État africains, dont le nôtre, Faure Gnassingbe, ont présenté leurs condoléances à la France et appellent à poursuivre la lutte antiterroriste. Ce soir, découvrez la réaction du président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema. Dans équato-guinéen condamne les attentats de Paris. Le chef de l'État Théodoro Obiang Nguema Mbasogo est arrivé à Paris en France ce samedi 14 novembre 2015 pour décerner le prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. Mais il a décidé d'annuler cette cérémonie afin d'exprimer sa solidarité avec la France, victime d'attentats terroristes dans la nuit du 13 novembre. À l'heure de mon arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, je me frappais les nouvelles de plusieurs attaques terroristes en France, à Paris. Je venais pour
organisé la cérémonie de décerner le prix UNESCO Guinée équatoriale, on a décidé de suspendre la cérémonie pour la placer dans une autre occasion, parce que nous ne pouvons pas faire la cérémonie au moment que le peuple subisse une situation qui touche la vie de la personne humaine. Ces attaques terroristes quasi simultanées ont eu lieu à 6 endroits à Paris intramuros et en Île-de-France à Saint-Denis. Bilan provisoire, 128 personnes ont perdu la vie, tandis que plus de 300 ont été blessés. Le président Teodoro Obiang Mbasogo appelle à la solidarité internationale pour éradiquer toutes les actions terroristes. En Afrique, nous subissons aussi les problèmes de terrorisme. Au moment que nous trouvons que le terrorisme frappe tout le peuple, c'est la raison que nous devons solidariser pour trouver une solution rapide qui peut éradiquer les actions terroristes dans le monde. Une cellule de crise a été mise en place en France et un état d'urgence décrété. Les magasins, les salles de cinéma, les sites culturels, les écoles ou encore les universités étaient fermés ce samedi 14 novembre 2015. Signalons également qu'un deuil de 3 jours a été décrété. Et je vous le disais en titre que l'enquête progresse pour déceler les donneurs d'ordre et les complices de cette attaque la plus sanglante que la France ait connue. Et ce soir, un homme est activement recherché. Un appel à témoins est lancé pour retrouver Abdeslam Salah en fuite. Celui qui aurait tout organisé selon les enquêteurs, Abdeslam Salah, 26 ans, 1m75, né à Bruxelles. La police française vient de dévoiler son identité et diffuse ce soir cet avis de recherche. Abdeslam Salah, actuellement en fuite, a loué en son nom en début de semaine en Belgique les 2 voitures qui ont servi à semer la mort dans Paris vendredi soir. 3 équipes de terroristes ont agi. Une première d'abord, composée de 3 kamikazes au Stade de France. Entre 21h20 et 21h53, ils déclenchent leur ceinture d'explosifs aux abords du stade pendant le match France-Allemagne. 2 passeports, l'un égyptien, l'autre syrien, sont retrouvés, sans qu'on sache s'ils leur appartiennent ou bien s'ils ont été volés. Pendant ce temps, à Paris, une deuxième équipe, dans la Polo louée en Belgique, est ici saisie par les enquêteurs. 3 ou 4 hommes. Il est 21h40, vendredi. La voiture stationne devant le Bataclan. Les terroristes sont armés de Kalachnikov et de ceintures d'explosifs. Ils pénètrent dans la salle. Et tuent au moins 89 personnes. 2 terroristes se sont fait exploser. Un autre a été abattu par la police. Dans la Seat noire, ensuite, la 3e équipe de terroristes, avec 2 ou 3 hommes armés de Kalachnikov, dont Abdeslam Salam, l'homme recherché. Il sillonne les 10e et 11e arrondissements. À 21h25, ils font feu sur une première terrasse, rue Bichat. 15 morts. À 21h32, ils tirent sur une
seconde terrasse, rue de la Fontaine au Roi, 5 morts. À 21h36, ils sont rue de Charonne et font 19 victimes. En 11 minutes donc, à bord de cette Seat noire, cette première équipe a agi à 3 endroits de Paris. Dans le même temps, à 21h40, boulevard Voltaire, à proximité du Bataclan, Ibrahim, le frère d'Abdeslam Salah, se fait exploser en pleine rue. Abdeslam Salah, lui, prend la fuite vers Montreuil, à bord de la Seat noire, retrouvée cette nuit sur cette place de parking. À l'intérieur, 3 kalachnikovs ont été saisis par les enquêteurs peu avant minuit. 2 personnes, 2 complices, auraient récupéré Abdeslam Salah ici à Montreuil pour le conduire en Belgique avec un autre véhicule. Ces 2 complices ont été arrêtés en Belgique hier, mais Abdeslam Salah, lui, est toujours en fuite. Et malgré l'état d'urgence décrété dans le pays, des centaines de Français rendent hommage à leurs compatriotes tombés sous les balles des terroristes vendredi dernier. Et vous allez le voir, les Français de toute religion expriment leur compassion. Spontané pour clamer que l'horreur n'aura pas le dernier mot. Tout l'après-midi, les Parisiens ont afflué par dizaines d'abord, puis par centaines sur les lieux du drame, pour enfin être des milliers place de la République. Des Parisiens venus montrer qu'ils n'ont pas peur. Bravo. On est là, on est debout et on n'a pas peur parce qu'il ne faut pas. Il faut pas, et il faut vraiment être dans l'amour, s'aimer les uns les autres, et c'est comme ça qu'on combattra ça, en montrant qu'on est unis les uns les autres, qu'on fait qu'un. C'est ça en fait. C'est bien là que le moment comme ça où tout le monde se réunisse pour montrer que on n'en veut pas à telle ou telle personne, on veut juste à des fous qui prennent un message très mal interprété. Des Parisiens venus en famille pour délivrer un message de solidarité et de paix sans distinction de religion. Moi, je suis là pour donner la bonne image de l'islam. L'islam, c'est la paix, c'est l'amour. C'est pas l'islam des barbares qui tuent. Partout dans le centre de Paris, comme cet après-midi devant le Bataclan, un flot ininterrompu de Parisiens venus rendre hommage aux victimes. Les fleurs, les bougies s'amoncellent là où l'horreur s'est abattue. Des inconnus venus se recueillir, mais aussi des imams, des rabbins qui prient d'une seule voix, pour dire que la folie meurtrière d'avant-hier n'a rien à voir avec eux. Pas au nom de l'islam, pas au nom des musulmans. Comme les bougies, les flammes qui montent vers le ciel, nous allons tous dans la même direction. Se réunir, venir voir les lieux du drame, un moyen aussi de réaliser que l'inimaginable s'est bel et bien produit et d'évacuer la pression des derniers jours. Il a fallu que je vienne voir, que je vienne me recueillir et tout, parce que ça m'a vraiment retourné. Ça aurait pu arriver à moi. Moi, j'ai des amis qui ont perdu 2 amis ici vendredi soir. Donc voilà, c'était vraiment un besoin de venir déposer une bougie. Un moment de recueillement, interrompu il y a quelques minutes par un mouvement de panique. Certains ont pu entendre des coups de feu ici devant le Carillon. La place de la République vient aussi d'être évacuée. Et à cet instant, la peur l'emporte sur le chagrin. Et notez également que ce soir, le bilan des victimes, le nombre des victimes est passé à 132 morts. Retour en page nationale, la pérennité d'une entreprise transite par sa bonne gestion et ce sur tous les plans. Pour accompagner les chefs d'entreprise dans ce processus, il a été mis en place un logiciel informatique dénommé Gestan. Les promoteurs de ce logiciel ont procédé à son lancement officiel
samedi. Ces avantages pour nos entreprises avec Félix Semdacha. Plus de 2 ans, ils l'ont expérimenté et désormais, Gestin est disponible et peut être utilisé. Un logiciel informatique conçu pour faciliter la gestion des entreprises. C'est un outil, c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet à un chef d'entreprise de gérer sa société de A à Z. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec les difficultés que certains chefs d'entreprise ont pour aller vers la gestion intégrale de leur société, Gestin est l'outil complet, efficace, fiable et pas cher, effectivement, qui leur permet de voir en un clic comment la société marche afin de pouvoir prendre des décisions efficaces dans le sens, au fait, de la bonne marche de cette société-là. Selon ce promoteur, Gestin est un logiciel facile à utiliser. Toutefois, une formation des utilisateurs s'impose avec l'avantage que toutes les entreprises peuvent s'en servir. Toutes les entreprises sont concernées par Gestin. Alors, d'une entreprise qui vient d'être créée aujourd'hui ou celle qui est déjà là, d'une clinique, d'un laboratoire, d'une école, toutes les entreprises. Alors, donc, en gros, effectivement, c'est un outil assez efficace. Au lancement du logiciel, les promoteurs ont rassuré l'assistance sur leur disponibilité à accompagner les utilisateurs de Gestin dans tout le processus, notamment l'installation, la formation et le suivi. Le plan de conservation qui a donné naissance à la gestion du site Koutamakou du Togo, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est à son terme. Et une nouvelle page s'ouvre pour un autre plan dynamique dont l'élaboration a réuni cette semaine à Nadouba les promoteurs culturels et touristiques. Le point des travaux avec Adolphe Paca. Faire un diagnostic sans complaisance de l'état de conservation et de gestion du site Koutamakou depuis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ce avec le tout premier plan de conservation et de gestion. L'exercice en vaut la peine et a conduit les experts culturels nationaux et de l'institution onusienne à travers cette aire culturelle de plus de 50 000 mètres carrés et vers les populations locales, les Batamariba. L'équipe missionnaire, au terme de sa tournée, est arrivée à un constat. Il y a un sérieux problème de communication sur le site. La population semble être désillusionnée par rapport à ses attentes il y a 10 ans, lorsque le site était nominé sur la liste du patrimoine mondial. Mais pour l'expert de l'UNESCO, Koutamakou reste et restera toujours un label qu'il faut valoriser. Sur le patrimoine mondial est un label vraiment recherché et le Koutamakou a la chance d'être sur le patrimoine mondial. Il revient à chaque acteur à son niveau, qu'il s'agisse des populations d'abord, de l'administration à divers niveaux, des opérateurs touristiques, publics ou privés, vraiment de jouer leur partition. Il faut constater malheureusement qu'aujourd'hui, à l'évaluation, que jusqu'à présent, aucun décret, aucun arrêté n'est venu justement conforter le service de conservation dans sa mission. Le plan de conservation du site aura donc fait les choses à moitié, faute d'une réelle implication des populations locales et surtout de financement. Les conservateurs et promoteurs culturels sont alors unanimes sur le fait que le nouveau plan de conservation en élaboration devra être plus concret, avec une approche participative qui implique à la fois l'État et les populations. On nous a interpellés, mais on a interpellé plutôt les décideurs. Il faut que l'État
investissent dans le Koutamakou pour un développement durable. Dans le nouveau plan, on va mettre tous les objectifs qui n'ont pas été réalisés. Et nous allons mettre tout ce que les desiderata des populations et ce qu'on peut faire pour mieux réussir la promotion et la gestion de ce site. Au-delà de toutes les difficultés, l'équipe missionnaire a tout de même relevé que Koutamakou garde son aspect originel avec beaucoup de tata et un paysage d'une beauté exceptionnelle. C'est donc depuis 2004 que le site Koutamakou a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dès cet instant, les populations de la localité ont espéré voir leur quotidien modifié et même leurs conditions de vie changer grâce à l'afflux des touristes. Plus de 10 ans après, qu'en est-il? Adolphe Paca est allé aux nouvelles. Regardez. L'enthousiasme était réel et les attentes nombreuses à la nomination du site Koutamakou sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les populations locales, c'était l'occasion rêvée de voir des investissements s'opérer dans le milieu. Le Tambélement avait nourri beaucoup d'espoir. Les Batambarba pensaient que les routes seraient bitumées et les milieux enclavés comme le canton Koutougou sera enclavé. La voie Nadoba Kokotamberman sera tracée et il y en aura du travail pour les jeunes diplômés et cela permettrait d'améliorer un tant soit peu les conditions de vie des Batambarba. Plus de 10 ans après, les attentes sont loin d'être comblées et l'on réalise une sorte de déception de la part de la population. Les jeunes maintenant ne veulent pas faire comme nos aïeux, puisqu'ils quittent pour aller ailleurs. Et puis vraiment les vieux dans le village, et vraiment ça qui fait que vraiment ça n'a pas avancé dans le milieu. Nous attendons vraiment que ça aille en avant. On devrait quand même se forcer pour que ça marche toujours. Ça ne va pas perdre notre patrimoine. Un patrimoine culturel qui devrait attirer nombre de touristes. Jusqu'alors, Koutamakou n'en est en moyenne qu'à 7200 touristes par an. Sur une période de 5 ans par exemple, entre 2008 et 2013, 9530 visiteurs, dont une grande partie des nationaux. C'est dire que le site, malgré ses potentialités, souffre de viabilité. 7200 visiteurs, c'est très peu pour un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial. En réalité, ce chiffre devait aller au-delà de ça. L'État doit prendre le devant en mettant en place la route qui devait desservir le site. Ça n'a pas été fait. Ça fait que les touristes, quand ils viennent sur le site, ils ne font que avoir éclair là-dessus. Ils n'ont pas de moyens d'hébergement qui devaient leur permettre de dépenser sur le site au profit des populations locales. S'il y avait un moyen d'hébergement en termes d'hôtel sur le site, ça devait permettre aux visiteurs, notamment aux touristes, de passer au moins une nuit sur le site, de dépenser en termes d'hébergement, de restauration, de loisirs, d'achat d'objets souvenirs, etc. Mais tout cela n'est pas encore fait. Beaucoup reste encore à faire pour la valorisation du site. Il revient alors aux différents comités de gestion d'être plus dynamiques et professionnels pour relever les défis qui s'imposent avec la participation de la population et l'appui de l'État. Il y a 40 ans
été implanté au Togo le Sort Optimiste International Club Lomé 1. 4 décennies durant lesquelles ce rassemblement de femmes a œuvré dans plusieurs domaines sociaux du pays. Le bilan et surtout les perspectives du club dans ce reportage de Luc Assis et Edem Soussouko. Le Sort Optimiste International Club Lomé 1 célèbre ses 40 ans d'existence au Togo. 40 ans d'engagement, d'action et de réalisation dans divers domaines de développement, notamment l'éducation, la santé et le social, avec pour centre d'intérêt l'épanouissement de la femme et partant celui des populations locales. Aujourd'hui, avec ses multiples résultats au compteur, l'ONG internationale fait le bilan. Ils ont fait une douzaine de puits et de fourrages dans un temps assez réduit. Mais on est intervenu aussi dans les autres, comme la santé, l'éducation, le développement économique d'une façon générale. La construction d'un dispensaire dans le village de Badia. Ce jubilé d'émeraude marque un nouveau départ dans la vie du Sort Optimiste International Club Lomé 1, signe d'une dynamique pleine d'ambition, avec à la clé une kyrielle de perspectives. C'est d'insister sur l'intégration de la femme dans l'économie aussi bien nationale, bien sûr, mais aussi régionale et internationale. Ils ont besoin d'appui, d'informations, etc. pour s'intégrer dans une économie moderne, active et productive. On va faire du dépistage, une science de dépistage pour sensibiliser sur la nécessité et sur l'intérêt du dépistage du cancer du sein et le dépistage du diabète. Plus grande ONG de femmes actives engagées dans le monde pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, Sort Optimiste International compte actuellement plus de 3000 clubs à travers le monde. Né en 1975, le club Lomé 1 célèbre cet anniversaire avec deux autres clubs, Lomé Aurore et Lomé Agapi. L'actualité sportive est marquée par la défaite des éperviers ce dimanche en Ouganda, battu par 3-0. Le Togo ne participera donc pas ainsi à la Coupe du Monde 2018. Et une information plus guette pour terminer cette édition, celle des 20 ans d'existence de la maison de mode Crédania. Un anniversaire célébré donc hier à travers un défilé de mode dont vous voyez les images, une collection dénommée Coffre Fort présentée au public hier sur le site de Blue Zone à Kakaveli. Nous reviendrons plus en détail sur cet anniversaire dans nos prochaines éditions. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Ouida au Bénin.